lointains ancêtres s'appellent Pierola, Toumaï, Naledi, Erectus. Ils sont les héros de Premier Homme. De leur passage sur Terre, il ne reste que quelques morceaux d'os fossilisés. Pourtant, la science peut aujourd'hui répondre à de nombreuses questions sur leur vie passée. Comment ils se déplaçaient, ce qu'ils mangeaient, à quoi ils ressemblaient, dans quel type de société ils évoluaient. Toutes ces informations ont pu être établies grâce à de nouveaux rapprochements entre disciplines scientifiques. La génétique, l'éthologie, la biomécanique, la paléoanthropologie. Le mariage de toutes ces sciences nous permet aujourd'hui de faire revivre nos lointains ancêtres. Voici les coulisses scientifiques de cette histoire, les réponses de ceux qui, grâce à leurs travaux, nous ont permis de reconstituer la grande odyssée de l'homme. Depuis 25 ans, la découverte fantastique de nombreux fossiles a bouleversé les théories sur l'émergence de notre lignée humaine. Des témoignages du passé qui ont permis de remonter beaucoup plus loin dans le temps, de mieux comprendre comment notre humanité a vu le jour. Depuis les années 90, nous avons considérablement avancé sur les possibilités de reconstituer la vie de nos ancêtres. Ce qu'on raconte, on le raconte d'abord à partir de fossiles, et on a enfin des fossiles qui correspondent à la toute première partie de l'histoire de notre lignée. Et grâce à l'imagerie qui s'est perfectionnée de manière incroyable, ça multiplie le nombre d'informations disponibles et ça permet d'être beaucoup plus précis dans notre compréhension. Au-delà des avancées technologiques, c'est aussi l'approche qui a changé. En reconsidérant la place de l'homme au sein de la famille des singes, les scientifiques ont pu élaborer de nouvelles hypothèses sur les comportements de nos ancêtres. Aujourd'hui, il existe 6 espèces de grands singes non humains. L'homme est une 7e espèce parmi ces grands singes. On n'a plus cette notion de hiérarchie avec l'homme en haut de la pyramide et les autres primates en dessous. Ce qu'on retrouve encore chez les grands singes et qu'on retrouve aussi chez nous, eh bien notre ancêtre commun l'avait. C'est ce qu'on pense, en tout cas ce que pensent les scientifiques, ce qui nous permet de faire des comparaisons. Tiens, les gibbons ont ce comportement, nous aussi on l'a, donc notre ancêtre Pierola l'avait. Et la comparaison qui amène la première révélation scientifique concerne une caractéristique de notre espèce qui a longtemps servi à nous différencier, la bipédie. Autrefois, les scientifiques pensaient qu'elle avait dû apparaître il y a 3 ou 4 millions d'années, lorsque des singes s'étaient redressés pour s'adapter à la savane. Aujourd'hui, une toute nouvelle hypothèse fait remonter beaucoup plus loin les premiers pas de l'humanité. Longtemps, très longtemps avant ce que nous sommes, certains de nos ancêtres que nous partageons avec les grands singes se seraient déjà déplacés à la verticale, dans les arbres. Comment a-t-on pu élaborer cette nouvelle hypothèse? Pour certains scientifiques, les premiers indices de ces déplacements sur 2 pattes se retrouvent sur un fossile, Pierola, daté de près de 13 millions d'années et trouvé en Catalogne en 2002. Nos collègues espagnols ont fait des découvertes absolument extraordinaires. Pierola catalanicus, qui fait partie de cette grande diaspora des hominoïdes qui était extrêmement diversifiée. On constate, en reconstituant le squelette et la locomotion de ces hominoïdes de l'époque, qu'effectivement, ils tendaient à se redresser déjà dans les arbres. Le corps qui se redresse ne commence pas au sol, comme on l'a cru pendant longtemps, ça commence dans les arbres. La bipédie, c'est un caractère très important, parce que c'est un caractère ancien, c'est un caractère premier, un peu en forme de boutade. On a dit parfois que l'homme avait commencé par les pieds. Si l'homme a commencé par les pieds, aujourd'hui, on sait que c'est d'abord en se tenant fermement avec les mains. Sabrina Krief, primatologue, nous raconte comment l'éthologie, l'étude récente de nos plus proches parents, les grands singes, et de leur comportement, a permis d'arriver à ces nouvelles conclusions.
Donc les grands singes en milieu naturel ont des comportements arboricoles très développés, tout particulièrement les chimpanzés et les orang-outans. Et quand on observe leur façon de se déplacer dans les arbres, on se rend compte que la bipédie, souvent bipédie assistée, hein, donc c'est se tenir en posture bipède mais souvent accroché à une autre branche, est très fréquente. Le fait d'être assis sur une branche mais toujours sur les pieds permet d'accéder à la fois à des fruits qui sont en bas et puis à une sphère beaucoup plus large, puisque en se mettant en posture bipède, on a accès aux branches supérieures. Ce qui est certain, c'est que chez les grands singes, il y a des moments transitoires, des phases transitoires de bipédie, mais que de toute façon, la plupart du temps, le tronc est vertical. C'est-à-dire que même lorsqu'ils sont assis, le plus souvent, ils sont toujours posés sur leurs pieds et le tronc reste vertical. Donc cette verticalité du tronc est quelque chose qui précède probablement une bipédie plus fréquente et plus constante. Finalement, tous les primates, pratiquement, sont bipèdes. C'est-à-dire, ont la capacité d'être bipèdes. Donc, ça paraît quasiment inéluctable que nos plus lointains ancêtres, ceux qui étaient un petit peu avant la divergence entre notre lignée et celle des chimpanzés, étaient également caractérisés par un répertoire locomoteur où il y avait déjà une petite composante de bipédie. Quelques pas ne font pas une marche. Alors, à quel moment cette caractéristique s'affirme-t-elle? Toumaï aurait été le premier à se redresser totalement, à pouvoir marcher sans s'aider de ses mains. Toumaï a vécu il y a environ 7 millions d'années. Alors comment peut-on affirmer avec certitude qu'il était bipède? Eh bien justement, avec Toumaï, nous n'avons plus seulement des indices, mais nous avons une preuve. Son fossile, retrouvé en 2002 au Tchad, était plutôt maigre, un simple crâne. Mais ce crâne abritait un secret. Pour Toumaï, il y avait un débat très important sur le fait que ça puisse être un bipède. Évidemment, quand on a juste un crâne, ça peut paraître surprenant de conclure c'est un animal bipède juste avec le crâne. Et en fait, on le sait grâce à la forme de la base du crâne. Et Toumaï, qui était très déformé, a pu être reconstitué complètement virtuellement en 3 dimensions. Et grâce à cette reconstitution très précise, les chercheurs ont pu montrer que son trou qui fait la relation entre le crâne, le cerveau et la colonne vertébrale était dans la même position que chez les hommes d'aujourd'hui bipèdes, c'est-à-dire en dessous du crâne et pas en arrière, comme chez les primates quadrupèdes. Donc la question qui se pose concernant l'émergence de la bipédie, c'est quand et comment cette composante du répertoire locomoteur a grossi jusqu'à devenir majoritaire et finalement exclusive. À partir des indications morphologiques mises au jour par les scientifiques, Frédéric Fouja, co-réalisateur du film avec Jérôme Guyot, et Craig Morris, le comportementaliste sud-africain, ont reconstitué la démarche singulière de Toumaï. Toumaï, c'est notre ancêtre commun avec les chimpanzés. Donc on connaît beaucoup de choses sur Toumaï à cause des chimpanzés. Ils ont certaines attitudes en commun avec nous, et donc Toumaï les avait aussi. Une marche sur les extérieurs des pieds avec un balancement des hanches qui permet d'envoyer les pieds loin devant soi. Alors Toumaï, lui, il a une meilleure assise. Il va dandiner comme ça. C'est assez intéressant. Un peu comme les chimpanzés ou les gorilles se conduisent et marchent. C'est une bipédie très chaloupée. Bon, revoyons toutes les étapes. Bipédie lente, bipédie plus rapide. Mais quand il veut aller plus vite, Toumaï doit encore se mettre à 4 pattes. OK, we've got it. L'utilisation des nouvelles technologies d'imagerie qui ont permis de lever le mystère de Toumaï vont-elles permettre de répondre à cette question? À quel moment nos ancêtres adoptent-ils complètement la marche debout? C'est là qu'entre en scène Naledi,
le dernier spécimen découvert dans la lignée humaine. Son fossile a été mis au jour en 2015 en Afrique du Sud. Ses caractéristiques anatomiques montrent une curieuse configuration. Pour le bassin jusqu'au pied, Homo naledi est un merveilleux bipède. Il marche même mieux que les australopithèques. Bien. Par contre, au-dessus du bassin, grande surprise, on a un corps qui ressemble, pour le tronc, les épaules, la clavicule, les bras, les mains, qui ressemble beaucoup plus à celui des chimpanzés, des bonobos. Des êtres hybrides, à la fois très à l'aise au sol, mais aussi très agiles dans les arbres, avec de nombreuses variations. Voilà ce que révèlent les nombreux fossiles d'australopithèques exhumés ces 20 dernières années. Certains avaient déjà des pieds proches des nôtres, d'autres avaient encore le pouce inversé à la manière des singes. On est sur des formes qui sont encore relativement primitives. Il y avait sans doute des capacités arboricoles et puis d'autres caractéristiques, le fait que le fémur soit oblique par exemple, ou le fait que le bassin soit bien large, qui montrent qu'il y avait aussi de la bipédie. Bref, Naledi et les australopithèques nous ont appris qu'il n'y avait pas une manière de marcher sur deux pieds, mais plusieurs. Qu'il n'y avait pas une bipédie, mais plusieurs. Comparé à leur démarche chaloupée, notre marche aujourd'hui semble bien sobre. Mais ce sont des indices archéologiques précis qui ont permis à l'équipe de déterminer les mouvements du corps de nos ancêtres. Car les australopithèques ont laissé un témoignage fantastique de cette bipédie. À Laetoli, en Tanzanie, les scientifiques ont retrouvé les traces émouvantes d'un adulte accompagné d'un enfant. Des empreintes de pieds qui datent de 3,5 millions d'années sont restées figées dans la cendre volcanique. Elles permettent de comprendre la position des pieds et l'enchaînement des mouvements. Et on a une piste, mais qui est incroyablement précise. Et donc là, on a la chance de pouvoir confronter la reconstitution de la démarche, la longueur des pas, est-ce que le pied se posait par talon et ensuite la pointe, ou se posait sur le côté. Alors ça, c'est précieux, parce que ça permet de bien reconstituer le type de bipédie qu'avaient nos différents ancêtres. Mais qui fera de la marche son unique mode de locomotion? Eh bien, c'est Homo erectus. Et non seulement il marche, mais surtout il court. Il court beaucoup mieux que ses prédécesseurs. Depuis 2 millions d'années, nous avons une bipédie absolument hallucinante, hein, en termes d'anatomie, en termes de physiologie, en termes d'endurance. Courir lui permet de poursuivre ses proies pendant des heures. C'est le champion de la course de fond. Et même les animaux les plus rapides se font rattraper sur la durée. Grâce à cette endurance exceptionnelle, Erectus peut donc traquer ses proies sur de longues distances pour les épuiser et les capturer à coup sûr. Et là, ça va jouer un rôle important parce que la viande est la seule nourriture que l'on trouve sur toutes les latitudes, en toute saison. Donc à partir du moment où les premiers hommes deviennent de vrais chasseurs, eh bien effectivement, ils vont être capables d'aller s'installer dans des écosystèmes, sur des latitudes, des longitudes de plus en plus diversifiées. Avec Homo erectus, la bipédie qui existe depuis des millions d'années n'est plus seulement un mode de locomotion. Elle est devenue aussi un avantage déterminant pour l'évolution de la lignée humaine. Voilà pour le déplacement. Mais comment la science permet-elle de savoir à quoi ressemblaient nos ancêtres? Sur quelles données se sont basés costumiers et maquilleurs pour travailler sur Pierola, Toumaï, Naledi et Erectus? À commencer par les poils. Ah, les poils, les poils, les poils. Par exemple, pour Pierola, dans le film, on a choisi de lui mettre des favoris qui sont très beaux.
Si on va chez les singes actuels, vous avez une grande diversité de couleurs avec des favoris, des toupets. Voilà, c'est absolument extraordinaire. Généralement, plus une espèce a la capacité de voir les couleurs, les nuances et les formes, plus l'apparence extérieure des individus est riche et variée pour se rendre plus attirant, effrayant, se différencier de ses congénères. Et là-dessus, nous avons depuis Pierola un avantage majeur. Parce que seuls nous, les singes et les grands singes, voyons en 3 couleurs parmi les mammifères. Et donc là, on s'est permis une petite audace, mais qui, me semble-t-il, n'est pas tout à fait exagérée, parce que les gibbons sont quand même assez proches de nous et des chimpanzés, présentent aussi des variations colorées. Donc voilà comment on procède pour ce genre de reconstitution. Et avec Pierola, ça n'a pas été simple. Chaque jour, 6 heures de maquillage en arrivant à 2 heures du matin, puis après une journée de tournage, 2 heures de démaquillage. Pour réussir ce retour vers le passé, ils ont fait appel à un des plus grands spécialistes du monde, le maquilleur du film américain The Revenant. Ça tient chaud, c'est de la fourrure, ça gratte. Ils portent ça presque 24 heures par jour. Donc ils vont certainement vouloir m'étrangler avant la fin du film. Faut pas se leurrer, hein. Si vous en croisiez un en bas du musée de l'homme tout à l'heure, pour vous, il ressemblerait plus à un grand singe qu'à autre chose, hein. Il faut bien comprendre qu'on est plus proche parent du chimpanzé que le chimpanzé n'est proche parent de l'orang-outan, par exemple, hein, ou du gorille, hein. Question poil, l'espèce qui nous ressemble le plus, c'est Homo erectus. Mais comment le sait-on? On se pose la question, avait-il une pilosité comme la nôtre ou comme celle encore des grands singes? Regardons maintenant leur niveau d'activité. Qu'est-ce qu'on sait reconstituer de leur mode de vie? On s'aperçoit qu'ils sont sur des territoires qui sont très larges, qu'ils marchent très bien et en plus qu'ils courent. Donc en fait, ils ont un niveau d'activité qui est extrêmement intense. Et à partir de là, effectivement, vous avez une physiologie tout à fait particulière qui nécessite, pour une telle intensité des déplacements, de pouvoir évacuer la chaleur. Donc des poils très courts, comme nous. Enfin, ça dépend de qui on parle. Nous, les hommes d'aujourd'hui, hein, les hommes et les femmes, nous n'avons pas moins de poils que les chimpanzés. Nous avons autant de poils, mais nous avons une autre pilosité. C'est-à-dire qu'en fait, les poils qui couvrent notre corps sont beaucoup plus courts. Et c'est un moyen extraordinairement efficace, effectivement, d'évacuer la chaleur. Et donc, on considère qu'effectivement, cette pilosité tout à fait humaine apparaît certainement avec Homo erectus. Et comme vous pouvez le voir, rien n'a changé. Faisons ça alors, comme ça on va pas changer. C'est stable comme ça, Quentin? L'autre grand apport récent de la science sur la connaissance de nos ancêtres concerne le domaine des comportements. Aujourd'hui, des éléments scientifiques objectifs permettent de montrer que des comportements dont on a longtemps pensé qu'ils nous étaient propres sont en réalité très anciens. Des comportements de groupe comme le rire, des comportements entre individus comme la séduction, des rituels comme ceux autour d'un mort et même les émotions comme l'empathie ou la sympathie. Tous ces comportements rendent nos héros très humains. Mais que sait-on de leurs apparitions, de leurs anciennetés? Là encore, c'est l'éthologie qui nous aide. Comment sait-on que chez Toumaï, les individus commencent à préférer un partenaire plutôt qu'un autre? Parce que ce comportement existe chez nous et aussi chez les chimpanzés. Donc Toumaï, notre ancêtre commun avec les chimpanzés, l'avait lui aussi. Il peut arriver que des femelles chimpanzés s'extraient du groupe social et choisissent, parce que là c'est vraiment a priori une action de la femelle, un individu qui n'est pas forcément le mâle alpha avec lequel elle va partir en ce qu'on appelle une lune de miel, donc pour plusieurs jours, semaines, voire mois. Ces deux individus vont se déplacer ensemble et il va y avoir donc un accès à la reproduction favorisé pour ce mâle qui ne sera pas forcément un mâle de haut rang hiérarchique.
Pendant longtemps, on avait dit que seul chez l'homme, il y avait des relations amoureuses, donc des copulations face à face. Alors là, quelle surprise, parce qu'on sait que ça existe dans pas mal d'espèces maintenant, et notamment les bonobos, qui sont très proches de nous. Et surtout, chez les bonobos, on observe des comportements sexuels qui ne sont pas à visée reproductrice, donc de la masturbation, des relations orogénitales et des expressions faciales qui sont les manifestations a priori du plaisir des individus qui pratiquent ces actes. Au-delà des sentiments, les bonobos se servent de ces jeux sexuels pour faire régner la cohésion et la paix sociale. Et comment retrouve-t-on ce type de comportement chez Pierrola? Eh bien, lorsqu'une femelle âgée tente d'entreprendre le jeune mâle qui cherche à se faire une place dans le groupe. Et là, c'est intéressant parce qu'on a un découplage, c'est le vrai sens du terme, entre les activités sexuelles et la reproduction. Avec Homo erectus, la relation entre les hommes et les femmes va prendre une nouvelle tournure, et notamment les jeux de la séduction. Comment le sait-on? Il y a chez Homo erectus cette pilosité pubienne qui va considérablement modifier les signaux à la fois chez les femmes et à la fois chez les hommes. Donc on va parler là de femmes et d'hommes. C'est aussi l'apparition certainement de la poitrine constamment développée. Donc il y a une forme d'érotisation du corps. Et il y a aussi autre chose, ce qu'on appelle le camouflage de l'œstrus. C'est quoi cette affaire-là? Ça veut dire qu'en fait, les femmes et les hommes ne savent pas du tout quand leurs partenaires sont fécondables. Il n'y a pas de transformation majeure du corps. Si on va voir chez les chimpanzés les plus proches de nous, au moment où les femelles deviennent fécondables, il y a une transformation du corps avec les parties génitales, notamment la vulve, qui enflent, qui prennent une couleur très vive, orangée ou rouge, et là c'est un signal tout à fait évident. Ça n'existe pas du tout chez nous. Nous sommes dans une situation de possibilité de désir ou d'attirance sexuelle constante. C'est donc ainsi que la séduction est apparue entre mâles et femelles. Ne pas connaître les périodes d'ovulation nécessite que les mâles et les femelles se sollicitent plus souvent et, contrairement à beaucoup d'autres espèces, ne se fréquentent pas uniquement aux périodes favorables pour la reproduction. À partir d'Homo erectus, cette disponibilité sexuelle constante va favoriser les relations entre les individus. À quel moment dans notre histoire est arrivée la conscience de la mort? Et comment peut-on le savoir? Là aussi, le comportement de nos cousins chimpanzés a pu nous éclairer. Ce qui va se passer, c'est que tu vas jouer ici. Tu tapes dans l'eau là, et à partir de là, tu vas rester avec ton bâton, et tu vas le lancer. Et quand je dis glisse, tu glisses dans l'eau. Quand un enfant est en danger, l'instinct maternel se met en route. Mais chez certaines espèces, la mort d'un enfant provoque des comportements très singuliers. En sanctuaire ou en captivité, on a observé une attention particulière envers la mort d'un congénère, particulièrement chez les chimpanzés. Donc, ce qu'on voit régulièrement en milieu naturel, c'est que les femelles qui perdent un jeune continuent à porter le corps pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'à ce que le corps soit décomposé et donc à ce moment-là, elles l'abandonnent. Mais c'est pas parce qu'elles vont abandonner le corps qu'elles ne vont pas montrer des comportements étonnants. Moi, j'ai observé des femelles passer beaucoup de temps à épouiller des feuilles après avoir perdu leur bébé.
À l'image de la jeune femelle Toumaï qui refuse de lâcher la dépouille de son petit, manifestement le lien affectif chez les chimpanzés est difficile à couper. La mort n'est pas anodine, mais ces comportements vont encore plus loin. On observe chez certains singes aujourd'hui des comportements qui ressemblent à des rituels funéraires. En milieu naturel, le seul comportement rituel qui a été décrit est celui qui correspond à une sorte de veillée des corps. Le corps peut être visité à plusieurs reprises, épouillé, mais ensuite il va être laissé à l'endroit où l'individu est mort. Ce qui est fascinant, c'est la conscience de soi et la conscience de la mort. On sait maintenant qu'il y a pas mal d'espèces de grands singes qui ont cette conscience, qui savent quand un être cher disparaît, se rendent compte que finalement il n'est plus là, son corps est encore là, mais il y a quelque chose en lui qui n'est plus là. Les rituels ont continué, mais c'est bien plus tard, il y a environ 300 000 ans, qu'apparaîtront les premières sépultures, des corps enterrés avec des objets. Ces comportements collectifs témoignent d'une dynamique de groupe qui va au-delà de la simple relation entre deux individus. Cette dynamique induit de multiples comportements construits et raisonnés, des actions collectives en vue d'atteindre des objectifs. Ils sont capables de collaborer, de faire des tâches en coopération, par exemple pour chasser. Vraiment une collaboration, des alliances qui sont faites. Et ensuite, il va y avoir un partage. Et le partage n'est pas forcément équitable en fonction de la tâche de chacun. Il peut y avoir un don de viande pour un individu qui n'a pas chassé. Curieusement, on a découvert également qu'il y avait aussi des liens très forts entre les comportements et l'anatomie de nos ancêtres. Chez certains primates, on va pouvoir juger de leur comportement social à la taille de leurs dents. C'est tout à fait étonnant, mais c'est le cas. On sait que quand on retrouve des canines qui sont très grandes, très longues, ça ne veut pas du tout dire qu'on a affaire à des carnivores. Les canines servent à impressionner les autres mâles. Ces canines très développées chez les grands singes, c'est l'outil de la rivalité entre mâles à l'intérieur des groupes. Ce qu'on pense, c'est que ce changement anatomique, il va avec un fonctionnement des groupes, un fonctionnement social, un fonctionnement reproductif qui est probablement assez particulier et assez différent. Plus les canines sont grandes, plus elles sont le signe d'une intense compétition sexuelle entre les mâles pour contrôler un grand nombre de femelles. La diminution de la taille de ces canines signale des sociétés où il y a moins de conflits entre les mâles. Elle ouvre la voie à de nouvelles relations entre individus, de nouveaux rapports entre mâles et femelles dans le groupe. C'est à l'époque des australopithèques comme Naledi que cette évolution va se produire et avec elle, une réorganisation sociale. On va voir l'évolution se produire sous nos yeux avec les fossiles de ces dents, des canines qui vont se réduire petit à petit pour finalement aboutir à la morphologie qui effectivement est caractéristique de notre lignée, mais seulement à partir de 3 millions d'années. Donc ça, c'est un trait de cette humanité très très ancienne. L'un des autres traits de notre humanité, c'est bien entendu malheureusement le règlement des conflits par la violence. Brusquement, il va là, il se met à crier, comme ça ils savent qu'il arrive. Et puis il y en a un qui... C'est qui déjà, Peter? Peter, il fait ça. Et c'est fini. Et qui dit violence, dit parfois la guerre. Ces comportements belliqueux sont extrêmement anciens. Ils remontent au moins jusqu'à Toumaï, notre ancêtre commun avec les chimpanzés, il y a 7 millions d'années.
Une des choses très intéressantes qui émanent de l'étude des grands singes, et tout particulièrement des chimpanzés, est la façon dont ils interagissent entre groupes voisins, donc entre communautés voisines, et donc des comportements qui s'apparentent à des actes de guerre. Il y a des patrouilles qui sont faites, donc non seulement pour préserver le territoire, et puis dans certains cas pour étendre le territoire. Quand les communautés sont vraiment de taille importante probablement et quand le domaine vital ne contient pas forcément suffisamment de ressources alimentaires, on a pu voir vraiment des comportements de coalition pour aller gagner du territoire, voire éventuellement pour tuer des congénères de la communauté voisine et pour prendre des femelles et les incorporer dans la communauté. Encore une fois, ça c'est pas forcément une généralité pour tous les groupes de chimpanzés. Certains ont des comportements plus pacifiques envers leurs voisins. Ah, les voisins. On a toujours quelque chose à reprocher à nos voisins. Conquête du territoire, surveillance, relations entre les êtres. Ces comportements impliquent pour nos ancêtres de pouvoir communiquer, de transmettre à leurs congénères des informations et bientôt des concepts. Déjà, la notion de langage, c'est quelque chose de complexe. Par langage, nous, on imagine notre langage articulé, particulier d'Homo sapiens. Or, le langage ou la communication, c'est quelque chose qui existe chez beaucoup d'animaux et parfois avec des langages plus complexes que nous. Longtemps, l'apparition du langage a été un critère déterminant de l'humanité. Mais comment explorer ce domaine qui, bien sûr, ne se fossilise pas ? La technologie est devenue le meilleur allié de la paléoanthropologie. Grâce à la précision des outils de recherche, les fossiles se mettent aussi à parler. L'imagerie vraiment a été d'un apport immense par l'accès que ça donne à plein de nouvelles informations. En particulier, les techniques de quantification en 3D sur les crânes ont ouvert des perspectives totalement nouvelles. Ça nous permet d'aller observer tous les détails cachés à l'intérieur. Et depuis le début des années 2000, les archéologues ont mis la main sur de nombreux fossiles, notamment d'Australopithèques. Leur analyse a permis de faire une découverte inattendue. On a tous globalement un cerveau qui est asymétrique, de la partie droite par rapport à la partie gauche et d'avant en arrière. Et ce qu'on a observé, c'est que l'asymétrie typique d'aujourd'hui qu'on corrèle au fait d'avoir des capacités de langage, on les retrouve dans les mêmes proportions chez les grands singes ou chez les hommes fossiles. C'est quelque chose qui est au sein de la lignée humaine depuis toujours. Chez les Australopithèques, c'était déjà présent. Ça n'avait probablement pas le même impact sur leur comportement, mais ils avaient déjà le potentiel cérébral pour parler. S'il reste cependant difficile de savoir à quel moment le langage se complexifie, les linguistes ont tout de même pu émettre des hypothèses sur la formation des syllabes et des mots. Il y a de nombreuses théories pour expliquer comment est né le langage. La plus consensuelle est que les sons que nous émettons lorsque nous faisons un effort, comme jeter une lance, courir, ramasser quelque chose de lourd, ont été associés à ces actions. Et quand quelqu'un entendait ces sons, il pouvait savoir ce que l'autre faisait sans le voir. Les sons sont les briques de base de tous les langages humains. Des sons basiques comme pe, be, me, ne, des sons simples qu'utilisent tous les langages. Pour le langage d'Homo erectus, c'est la morphologie de leur bouche qui nous guide. Ils ont des plus grosses dents, des lèvres plus larges, une langue épaisse et moins agile que la nôtre, un larynx plus haut
et des fosses nasales différentes. Donc, les sons que nous sommes capables d'émettre ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils étaient capables de produire. Oh, c'est un sacré dentier que tu as là. Oui, c'est vrai. C'est assez inconfortable. Mais c'est drôle de pouvoir faire ça. Ok, guys, come on. Alors maintenant, le langage de Toumaï n'est pas très évolué. Mais ils ont un certain nombre de sons qui correspondent à certaines informations. Alors on n'a pas tout le vocabulaire. Mais il y a un son qui revient fréquemment. À partir des éléments scientifiques, les auteurs ont fait le choix de faire correspondre chaque période du film à une étape du développement du langage chez l'enfant. Quand tu es attaqué, avec Homo erectus apparaissent les débuts d'un langage suffisamment élaboré pour manier des concepts. De nombreux éléments permettent de corroborer cette hypothèse. On a des indices indirects qui nous permettent de réfléchir à l'apparition du langage. Ces indices, c'est l'apparition d'outils très complexes, c'est l'utilisation du feu et cette communication à travers le monde de l'usage du feu qui se fait de manière très très rapide, qui implique de la conception, de prévoir quelque chose, probablement d'enseigner ça pour que d'autres puissent le faire. Tous ces indices-là maintenant font qu'on pense que le langage c'est quelque chose qui est apparu bien avant ce qu'on imaginait. Et justement, le troisième domaine sur lequel le point de vue des scientifiques a beaucoup évolué, les interactions entre l'homme et son environnement. Aujourd'hui, ils font remonter beaucoup plus loin dans le passé sa capacité à s'affranchir de cet environnement, à inventer, à créer. La conquête la plus emblématique de l'homme, c'est bien entendu le feu. Sa domestication a longtemps été considérée comme l'un des marqueurs principaux de l'humanité dite évoluée. Jusqu'à récemment, on datait les premières utilisations du feu à 600 000 ans. Désormais, on les fait remonter bien plus loin dans le temps. Vous pensez bien que les premiers hommes qui ont fait du feu, ils ne se sont pas dit « on va faire une petite cuvette, on va mettre de la terre glaise et des pierres autour ». On a des traces discutables, discutées, mais qu'on en a de plus en plus, ça veut dire quand même que c'est là. En Afrique de l'Est, on a des traces d'usage du feu qui remontent à 1,4 à 1,5 million d'années. On a un site en Chine qui serait daté de 1,3 million d'années. Et puis de récentes découvertes qui nous viennent d'Afrique du Sud, Wanderberg, qui remontent à 1,6 million. Beaucoup d'indices qui permettent aux scientifiques de penser aujourd'hui que l'usage du feu remonterait à au moins 1,5 million d'années. Le feu, c'est l'outil par excellence. Celui qui sert à cuire, à durcir, à nettoyer ou à... Là, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Le feu, parfois un peu capricieux avec les hommes, surtout lorsqu'on essaye de le contrôler. Non, comme ça, c'est beaucoup plus joli. Laissons ça comme ça. Le feu, dont la maîtrise donne aux hommes un formidable levier de puissance. Et cet outil n'est pas le seul à voir ses origines repoussées encore plus loin dans le passé. On a longtemps raconté que le propre des hommes, c'est de fabriquer des outils, ou en tout cas des outils qui servaient à fabriquer des outils. Bon, maintenant, on n'est plus tout à fait sûr, parce que d'abord, on sait que non seulement des grands singes, mais même des petits, utilisent des outils, des pierres. Ils percutent un bloc de pierre sur une enclume pour casser des noix. Ils cassent des tas d'autres choses. Les chimpanzés, par exemple, font usage d'éponges de feuilles, c'est-à-dire qu'ils vont façonner des boules de feuilles pour aller récupérer de l'eau. Ils font usage de brindilles pour collecter des termites, des fourmis. De
de morceaux de bois plus longs pour aller prendre du miel. Plusieurs campagnes d'observation menées par des primatologues comme Sabrina Krief ont permis de comprendre que parfois, ce ne sont pas seulement des outils, mais carrément des armes. Au Sénégal, donc, les chimpanzés consomment des petits primates qui se trouvent dans des trous d'arbres. Et donc, ils vont utiliser des baguettes qui vont tailler et qui vont ressembler à une sorte de petite lance pour aller récupérer les petits primates qui sont au fond des trous. Et donc, ça sert de brochette pour l'empaler et le sortir pour pouvoir le manger plus facilement. Même s'il y a débat sur ce que c'est qu'un outil, etc., il y a quelques années, on a trouvé des outils en pierre taillée qui sont datés de 3,3 millions d'années. Donc on est vraiment dans le monde des australopithèques. Il y a un site aussi extraordinaire qu'on appelle le site de Lokalele. Et là, ça a été une grosse surprise, puisqu'on s'aperçoit qu'ils montaient des expéditions sur des dizaines de kilomètres pour aller chercher cette fois-ci des matières premières qui sont propices à des techniques plus complexes de taille de la pierre. Et que faisait-il? Donc il dégageait des éclats très tranchants, mais aussi il réarrangeait le bloc de silex duquel étaient extraits ces éclats. Et ça, c'est ce qu'on appelle un hachoir ou un tranchoir. Et ça, c'est épatant pour briser bien sûr du bois, mais également des os. Parce qu'ils étaient en fait charognards. Ils exploitaient les carcasses des grands animaux morts. Alors comment sait-on? C'est que d'abord on trouve ces outils en association avec des vestiges de lieux de cassage de noix, mais également autour des carcasses de grands animaux morts. Mais il y a plus que cela. Les outils de la microscopie électronique permettent d'identifier les traces d'usure sur ces tranchants d'outils, et on voit bien que ces outils ont servi à écraser, couper, trancher. Alors, la fonction couper est très importante, parce que là, on ne la connaît pas chez les chimpanzés, par exemple. Avec Australopithèque puis Homo erectus, la production d'outils va exploser. Ces outils provoquent bien sûr des changements sociaux, des changements dans l'organisation des groupes. Avec les outils, on comprend en premier homme que chaque groupe va développer ses propres techniques, ses propres savoir-faire, sa propre identité. Une hypothèse qui s'inspire encore des grands singes. Une des découvertes majeures des dernières décennies sur les grands singes porte sur l'ensemble des comportements culturels. Donc on s'est rendu compte que non seulement il y a des comportements matériels avec des outils, mais des comportements aussi immatériels, c'est-à-dire pas par le biais de feuilles, de tiges, de pierres, qui laissent à penser que ce sont des cultures. Une culture, c'est une connaissance spécifique, non universelle, et qui se transmet de génération en génération, comme la cuisine ou la médecine. Eh bien justement, l'éthologie a prouvé que les grands singes transmettent leur propre culture, et ceci depuis des millions d'années. Il n'y a qu'à voir ces singes qui connaissent bien les effets euphorisants de la fermentation des fruits. Et on abuse, comme nos toumaïs. Alors ce qui est vraiment intéressant aussi et qui fait l'objet de mes études, c'est le fait qu'on se rend compte que les chimpanzés ne consomment pas forcément leur alimentation brute et qu'il y a parfois association d'aliments. Donc par exemple, ils ne vont jamais consommer la viande sans y ajouter des feuilles. Et ces feuilles vont souvent être des feuilles qui sont pas des feuilles tout venant, qui sont des feuilles qui ont un goût très fort. Et ça s'apparente, pour moi, à l'adjonction d'épices dans la cuisine humaine. Ce seraient des plantes qui, le plus souvent, ont des propriétés biologiques, qui modifieraient le goût, peut-être la texture, mais surtout qui pourraient potentiellement protéger des infections qui pourraient être transmises par la consommation de viande.
Nos ancêtres les plus lointains comme Pierola auraient donc eu déjà des connaissances médicinales. Certaines se transmettraient encore aujourd'hui, mais d'autres, oubliées par Homo sapiens, seraient encore à redécouvrir chez les singes. Par exemple, les activités antipaludiques, donc, qui permettent de limiter la fièvre lors des crises de malaria. Quand on interroge les médecins traditionnels voisins des forêts ou qui habitent dans les forêts où vivent des grands singes, beaucoup rapportent qu'ils ont utilisé des connaissances ancestrales qui viennent de l'observation des grands singes. Comment ces connaissances ont-elles pu être transmises ? Sans doute parce qu'elles ont été consolidées dans notre cerveau grâce à un sommeil de meilleure qualité. Et ce sommeil a été rendu possible par la construction d'abris et de nids qui mettaient nos ancêtres hors de portée des prédateurs. Les grands singes construisent des nids tous les soirs, donc un nid différent chaque soir. Et le confort du nid est très important, c'est-à-dire que c'est des branches qui sont entrelacées, pliées pour faire des plateformes. On pense évidemment que les australopithèques faisaient pareil, que Toumaï faisait pareil. Et même peut-être les premiers hommes comme Homo naledi, Homo habilis, etc. Mais quitter la protection du monde des arbres pour passer la nuit, ça devient un peu plus compliqué et dangereux. Homo erectus sont certainement les premiers à être capables de construire des abris et de se protéger. Comment c'est pas une petite cabane en bois avec des pierres autour qui vont retenir un lion, ça c'est très clair. Mais peut-être qu'ils savaient couper des grandes branches d'acacia avec des épines comme ça. Et là, effectivement, les Maasai font ça aujourd'hui. Là, les prédateurs ont du mal à passer, c'est très clair. Donc, ils sont capables de construire des habitats avec des bouts de bois qui sont collés aux uns aux autres, qui sont calés avec des pierres. C'est ça qu'on trouve. On ne trouve pas le bois, mais on trouve les bases qui permettent de consolider donc ces constructions qui sont quand même assez fragiles. Lorsqu'arrivent les Homo erectus, on voit associer avec eux un outil emblématique qu'on appelle le biface, avec une forme en amande, pointue et bien arrondie. On a mis du temps à comprendre qu'il y avait une véritable recherche esthétique autour donc de ces bifaces. Et si c'est un bel objet, nous donne de l'émotion, c'est ça l'esthétique, ça nous donne de l'émotion, et ça traverse toutes les espèces humaines. C'est ça vraiment qui fait le propre de l'homme. Le propre de l'homme, c'est pas l'outil, c'est pas la bipédie, c'est pas sa physiologie, sa sexualité, etc. Il y a plein de choses qui sont humaines, mais c'est vraiment l'homme qui installe des récits des origines, des cosmogonies. Donc là, on rentre dans les mondes symboliques. Au final, dans Premier Homme, on comprend que tous les critères qui servaient autrefois à marquer les débuts de l'humanité, à définir le propre de l'homme, ont été brouillés et repoussés dans le temps. On ne dit plus origine de l'homme, on ne dit plus la bipédie, on ne dit plus l'outil. On a oublié tous ces grands singuliers, tous ces termes qui commençaient avec des grandes majuscules. On s'est rendu compte qu'il y avait différents groupes humains qui avaient peuplé le monde à la même époque du passé et parfois dans les mêmes régions. L'arbre qui est celui de notre famille s'est considérablement étoffé et diversifié. On parle d'évolution buissonnante, ça veut dire qu'on a plein de lignées contemporaines. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce d'homme sur la Terre. Et même chez nos amis les grands singes, il y en a très peu aujourd'hui. Donc on est en train de découvrir que ce qui a été notre âge d'or, en termes d'histoire naturelle, est derrière nous. De la grande famille des hominoïdes nés il y a 25 millions d'années, des centaines d'espèces existant alors, il n'en reste que 6. Les orang-outans, les gibbons, les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et nous, les Homo sapiens. Pendant des millions d'années, notre évolution a été buissonnante. Des centaines d'espèces ont cherché leur chemin sur les routes de l'évolution. Pierola, Toumaï, Australopithèque, Naledi. Puis avec Erectus, le genre Homo a donné naissance à la grande famille des hommes. De cette famille,
une seule espèce a survécu, celle qui peuple aujourd'hui la planète, Homo sapiens.